Ça a tardé, parce que pour le gouvernement, c'est une question qui est très sensible et qui est entre les mains du roi. Donc ils peuvent faire quoi que ce soit sans c'est-à-dire le feu vert du roi. On décide en notre absence des choses qui concernent la langue amazigh alors que c'est nous les spécialistes. D'abord, c'était le système politique qui était basé sur l'arabo-islamisme. Il considérait que l'amazigh est une menace pour la légitimité du pouvoir et pour la cohésion sociale. Un phénomène bizarre, c'est la création de l'association de la défense de la langue arabe. L'amazigh n'a jamais été une thématique électorale. En ce qui concerne le PAM, les meilleurs papiers qui ont été proposés jusqu'à présent. Pensez à la régionalisation au Maroc, ça se fait à travers un seul modèle, qui est le modèle français. Le courant conservateur, les adhérents du PJD votent pour leur candidat, même s'ils ne l'aiment pas en tant que personne. D'abord, on a attendu pendant 5 ans ces projets de loi. Ça a été fait à la hâte, dernière minute. Pour nous, la question amazigh est une question qui a toujours été très sensible. Il y a plusieurs acteurs qui y participent. Il y a la monarchie, il y a le gouvernement, il y a le parlement, il y a le mouvement associatif, il y a les partis politiques. Ils sont tous responsables, ils sont tous intéressés par la question. Ils ont le devoir de proposer les bonnes solutions pour la gestion de la diversité linguistique, culturelle, identitaire au Maroc. Alors, le fait qu'il y ait plusieurs acteurs qui ont la responsabilité de s'occuper de ce dossier, ça a tardé. Parce que pour le gouvernement, c'est une question qui est très sensible et qui est entre les mains du roi. Donc ils peuvent faire quoi que ce soit sans c'est-à-dire le feu vert du roi. Alors que dans les discours royaux, dans 4 discours royaux, 2012-2013, l'amazigh, c'était l'une des priorités. Même dans le programme législatif du gouvernement, c'était l'une des priorités. Malheureusement, c'est devenu quelque chose de marginal et personne ne s'en occupe pendant les 5 années. Alors, on a attendu jusqu'à l'ouverture de la dernière session du Parlement pour que le roi se prononce là-dessus et finalement, il y a un processus qui s'est déclenché. Malheureusement, on a été surpris que la manière dont ça a été géré, il n'y a aucune, c'est-à-dire aucune logique. Par exemple, le ministère de la Culture avait commencé il y a 2 ans à travailler sur le projet de loi du Conseil national des langues. Finalement, tout le projet qui a été préparé a été rejeté par le cabinet royal et il y a eu des instructions de former une commission avec M. Driss Kholouz en tête pour refaire le projet de loi. Il y a eu presque 5 représentants du mouvement amazigh au sein de cette commission. Et le travail s'est déroulé comme il faut. Finalement, il y a eu un bon travail qui a été fait. Et voilà que quelques semaines après, on est surpris de voir que ce n'est plus le projet qui a été préparé par la commission. C'est en fait un autre projet. Après avoir passé le projet de loi à travers le secrétariat général du gouvernement, il y a eu des modifications qui ne touchent pas uniquement des paragraphes secondaires, mais des principes fondamentaux. Pour nous, pas question de toucher à nos acquis. On a accumulé des acquis depuis 2003. L'amazigh est une langue obligatoire pour tous les Marocains, doit être généralisée horizontalement et verticalement. C'est une langue qui se standardise, c'est-à-dire progressivement au sein du système éducatif, et elle est transcrite en sa graphie ancestrale, la graphie tifila. Ce sont les 4 acquis qui sont pour nous devenus des principes, c'est-à-dire fondamentaux, quoi. On découvre qu'avec le nouveau projet de loi qui a été manigancé au sein du secrétariat du gouvernement, qu'on se pose la question sur la graphie.
voilà, il va y avoir un travail sur quelle est la graphie. Alors la graphie, ça a été tranché le 10 février 2003. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va revoir ça parce que ça a été fait par un consensus politique. Et si aujourd'hui quelqu'un touche à la fin de Tifina, ça veut dire qu'il va y avoir encore le conflit qui va revenir. Et si on est obligé d'écrire notre langue en un autre alphabet, eh ben, on choisit le latin. Si notre langue sera privée de son alphabet ancestral, donc c'est le latin qui est l'alphabet le plus, c'est-à-dire universel, qui existe dans tous les pays du monde. On ne va pas transcrire notre langue en un alphabet d'une langue qui est très limitée et qui n'existe que dans des pays arriérés. Donc pour nous, c'est une question qui n'est pas du tout une question à. Finalement, le projet de loi de M. Benkiran a été passé au secrétariat général du gouvernement. Et après, on est surpris encore une fois de voir une loi organique bizarre qui est faite d'une manière avec beaucoup d'ambiguïté. Des phrases, c'est-à-dire avec un contenu très vaste, très large, des phrases qui peuvent être interprétées dans toutes les directions, qui ne signifient rien du tout finalement, et rien de précis. Alors que dans la Constitution, c'est la loi organique de la mise en œuvre du statut officiel de la langue qui va déterminer le comment des choses, c'est-à-dire comment intégrer la mazir dans l'enseignement, comment l'intégrer dans les médias, comment l'intégrer dans tous les secteurs de la vie publique. Eh bien, rien n'a été, à l'exception des étapes, bien entendu. Ils ont dit on va généraliser en 5 ans au primaire, en 10 ans au baccalauréat, puis mais comment? C'est-à-dire de quelle manière la mazir doit être enseignée? D'abord, c'était le système politique qui était basé sur l'arabo-islamisme. Il considérait que la mazir est une menace pour la légitimité du pouvoir et pour la cohésion sociale. Pourquoi? Parce que le régime adoptait à l'époque le modèle jacobin de l'État-nation, modèle traditionnel, qui était basé sur l'uniformisation et sur l'homogénéisation, c'est-à-dire exclure tous les éléments de la diversité et instaurer l'État sur un seul élément, une seule religion, une seule doctrine religieuse, une seule langue, une seule identité, etc. etc. Maintenant, ce modèle traditionnel de l'État-nation a été affaibli parce qu'il n'a pas pu répondre aux questions de notre temps. Et finalement, le système a commencé à revoir sa politique, petit à petit. Mais au sein du pouvoir, il y a des idéologues qui refusent ce processus. Pour eux, la diversité culturelle et linguistique est toujours une menace. Donc, ils essaient de bloquer au sein de l'État. Donc, on a une décision politique rationnelle qui a été faite en 2001, le discours d'Ejdir, et on a malheureusement toutes sortes de blocages qui ont empêché cette politique d'être mise en œuvre. D'un autre côté, il y a bien entendu les politiques. Les partis politiques, il y a le courant panarabiste, Qawmi al-Arabia, et il y a le courant conservateur religieux, qui sont tous les deux hostiles à la diversité culturelle parce que pour eux, la seule langue qui doit régner, qui doit être généralisée partout, c'est la langue du Coran, c'est la langue de la Ummah al-Arabia, etc. Donc, malheureusement, même malgré la chute des régimes dictatoriaux panarabistes, ces discours-là continuent encore à essayer de survivre dans les institutions. L'État a décidé des choses très intéressantes, mais il n'a jamais fait aucune campagne de sensibilisation. On a modifié la Moudouana en 2004, on n'a pas fait de campagne. Bah, allez voir dans les tribunaux ce qui se passe. Les gens essayent de toutes les manières rusées de dribbler pour ne pas appliquer la Moudouana. La mazir, la même chose. On a commencé à généraliser la mazir dans l'enseignement depuis 2003. Après l'officialisation, ça a commencé à reculer.
de 16 académies de l'enseignement, il n'y a eu que 9 qui ont organisé des sessions de formation pour les enseignants. 7 n'ont rien fait du tout. 7 académies. D'un autre côté, je crois que dans le projet du Conseil des langues, le projet de loi du Conseil national des langues, la fonction qui a été, c'est-à-dire la fonction de l'IRCAM, a été un peu diminuée. Parce qu'avant, l'État avait chargé les amazirs de préparer une stratégie pour c'est-à-dire la réhabilitation de leur langue et de leur culture. Dans le Conseil national des langues, dans ce projet, ce sont les autres qui vont s'en charger. C'est-à-dire, c'est les gens qui n'acceptent même pas d'écouter, d'entendre le mot amazir, qui vont être chargés de préparer une politique pour la promotion de l'amazir. Alors, on ne peut pas faire la promotion de l'amazir par des gens qui sont hostiles à l'amazir. Il faut le dire sincèrement. En vérité, l'amazir n'a jamais été une thématique électorale. Même pour les partis qui l'utilisent, qui essaient de l'instrumentaliser, ça ne réussit pas. Ce que le mouvement envisage, c'est qu'avant 2011, il boycottait les élections en disant on n'est pas reconnu dans la Constitution, on n'est pas des citoyens, on ne va pas voter. Notre langue, notre identité ne sont pas reconnues. L'arabo-islamisme, ce n'est que l'arabo-islamisme qui est reconnu dans la Constitution, donc le vote c'est pour les Arabes du Maroc. C'était la logique de l'époque. Après 2011, on a eu une autre stratégie. Il faut absolument participer pour punir les partis qui sont contre notre cause et pour soutenir les partis qui ont un programme démocratique où il y a des gens qui sont crédibles. Et bien entendu, on a des membres dans les partis politiques qui essayent qui ont participé d'ailleurs pendant presque 5 mois au débat de 2011 et qui ont réussi à faire changer les orientations de leur parti. Vous voyez, avant 2011, il n'y avait que 2 partis qui nous soutenaient, c'est-à-dire qui soutenaient l'officialisation de la langue. Après le mouvement 20 février, où nous avions fait partie, il y a eu 16 partis politiques. Malheureusement, quand les partis deviennent gouvernement responsable, c'est-à-dire dans une situation de la gestion du fait public, ils ne s'occupent plus de la majorité. Je vous donne un exemple. Dans le gouvernement Belkiran, il y a 2 partis les plus proches, les alliés traditionnels du mouvement amazigh, le PPS et le mouvement populaire. Ils n'ont pas fait grand-chose, malheureusement. Pendant les 5 années, aucune proposition, aucune initiative, aucun débat, rien. On aurait voulu voir les acteurs de gauche unis et avec une stratégie unifiante et globale, la gauche peut apporter beaucoup de choses pour le Maroc actuel. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que la gauche est dispersée. Et c'est là le facteur c'est-à-dire, principal qui empêche la gauche d'être un peu plus efficace. Même au sein du même parti, les gens sont dispersés. Imaginez qu'un parti de gauche présente un candidat et que les adhérents du parti ne votent pas pour leur candidat. J'imagine, ça s'est passé dans les quartiers de Rabat même. Alors que le courant conservateur, les adhérents du PJD votent pour leur candidat, même s'ils ne l'aiment pas en tant que personne. En ce qui concerne le PAM, les meilleurs papiers qui ont été proposés jusqu'à présent, en ce qui concerne la question de la femme et la question de l'amazigh, ce sont les papiers du PAM. Il faut le reconnaître, c'est la réalité. Moi, j'ai fait la comparaison et j'ai suivi de près tout le travail qui a été fait par les partis politiques en ce qui concerne les plateformes et
mémorandums, les papiers, etc., depuis 2011, les papiers du PAM ont été les meilleurs. Les positions du PAM sont conformes aux positions du mouvement démocratique marocain. Mais bien entendu, reste le problème majeur pour ce parti, c'est qu'il est considéré comme étant le parti du pouvoir. Et je crois qu'il doit prouver le contraire, c'est-à-dire en s'intéressant à la jeunesse et aux femmes, et en donnant l'occasion à une nouvelle élite d'apparaître, une élite qui émane de la société et qui peut, avec les idées en place, qui peut avancer dans la bonne direction.